Au Moyen Âge, l'issue des batailles n'était pas seulement décidée par les épées tranchantes et les armures solides, mais aussi par quelque chose de beaucoup plus ordinaire. La nourriture. Imaginez des foules de soldats se préparant pour une campagne militaire. Des hommes fatigués qui marcheront bientôt de nombreux kilomètres et affronteront l'ennemi. Dans cette vidéo, vous découvrirez de quoi ces guerriers médiévaux se sont nourris avant de partir à la guerre, quels plats leur donnaient de force et morale, et comment des armées entières parvenaient à se nourrir dans des conditions de campagne. Nous nous rendrons ensemble dans les camps militaires du 5e au 15e siècle pour révéler les secrets de la cuisine militaire médiévale. Vous serez peut-être surpris de voir avec quelle ingéniosité et dureté les gens devaient alors réfléchir au pain quotidien ordinaire pour pouvoir partir au combat. Avant de soulever le couvercle du chaudron de l'armée médiévale, rappelons-nous pourquoi la nourriture était si cruciale sur le champ de bataille. Déjà dans l'Antiquité, on savait qu'une armée marche sur son estomac. Aucune armée ne peut combattre sans nourriture. Ce principe n'a nullement changé au Moyen Âge. Les rois et les commandants étaient bien conscients qu'un soldat affamé était fatigué, mécontent et moins efficace au combat. L'approvisionnement de l'armée jouait donc un rôle clé dans chaque expédition militaire. Pourtant, il n'était pas du tout évident qu'une armée aurait suffisamment de nourriture. Les soldats médiévaux souffraient souvent du manque de nourriture. Dans un instant, nous révélerons comment la faim pouvait faire échouer des campagnes militaires entières ou gagner un siège avant même que les épées ne soient tirées. Mais avant d'arriver aux situations extrêmes, voyons de quoi se composait réellement la nourriture d'un guerrier typique de l'époque et ce qu'il mangeait juste avant de partir à la guerre pour prendre des forces pour les jours à venir. Sans Mapf, il n'y a pas de Kampf, disait-on plus tard, traduit librement. Sans nourriture, on ne peut pas se battre. Au Moyen Âge, ils ne connaissaient certes pas ce dicton, mais ils en découvraient la vérité sur leur propre peau. Assurer la nourriture pour l'armée décidait du succès des expéditions de la même manière qu'une bonne stratégie, ou la bravoure des chevaliers. Dans les archives de différentes périodes, nous trouvons des preuves que les commandants s'efforçaient de bien nourrir les soldats avant la bataille ou la campagne. Par exemple, selon une norme conservée du XIVe siècle, un soldat recevait quotidiennement une ration d'environ 800 grammes de pain et 400 grammes de viande. C'est une portion considérable, environ 5000 calories, nécessaires pour qu'un combattant travaillant dur ne perde pas ses forces. Si les circonstances le permettaient, les hommes recevaient une plus grande ration de nourriture avant de partir au combat, pour qu'ils partent le ventre plein. Parfois, les commandants ordonnaient même d'abattre plusieurs têtes de bétail juste avant la bataille et d'organiser un festin approprié pour remonter le moral. Les sources historiques indiquent que les soldats, dans les moments critiques ou avant un affrontement important, recevaient exceptionnellement de la viande fraîche à satiété, de gros rôtis et des chaudrons de soupe épaisse parvenaient à relever l'humeur et la force des unités. Un tel dernier repas, avant le combat, n'était pas une évidence quotidienne, mais plutôt une récompense et un mouvement tactique pour élever l'esprit combatif des hommes. À cet égard, la nourriture devenait littéralement une arme secrète des commandants. Nous devons cependant réaliser que la réalité des expéditions médiévales était dure. Les soldats n'avaient souvent rien à mettre sous la dent, et le scénario idéal avec suffisamment de nourriture ne se réalisait souvent pas. Dans un instant, nous dirons donc tout ce qu'ils mangeaient, quand il n'y avait justement pas d'abondance. Quels aliments modestes et durables devaient leur suffire pendant de longs jours de marche. Avant d'en arriver là, approchons-nous d'abord des composants de base du régime alimentaire du soldat médiéval. Que trouveriez-vous concrètement dans l'écuelle ou sur l'assiette d'un combattant peu avant qu'il ne chausse ses chaussures ferrées et ne parte en campagne? Bien que l'Europe médiévale fût diverse et que les habitudes alimentaires différaient de région en région, nous pouvons généralement énumérer plusieurs aliments principaux dont les soldats médiévaux se régalaient habituellement, ou du moins qu'ils consommaient quand il n'y avait rien de mieux. Dans cette vidéo, vous découvrirez que beaucoup de ces plats vous seriez bien connus aujourd'hui encore, même si leur goût et leur préparation pouvaient être quelque peu différents.
Parmi les composants principaux du régime militaire figuraient céréales et pain. La base de l'alimentation était les céréales. Les soldats mangèrent du pain sous diverses formes et qualités. Le pain de blé frais était plutôt une friandise pour les classes supérieures, tandis que les soldats ordinaires se contentaient de pain de seigle ou d'orge plus sombre. Le pain était littéralement le pain quotidien du combattant, nourrissant, facilement transportable et accessible. Outre le pain, on préparait des bouillies et des galettes à partir de céréales. Une bouillie de céréales épaisses, par exemple d'orge, d'avoine ou de millet, mélangée avec de l'eau ou du lait, et un peu de sel, était bon marché et copieuse. Avant de partir en marche, les soldats se remplissaient souvent l'estomac, justement avec une telle bouillie chaude pour qu'elle les réchauffe et leur donne de l'énergie pour le voyage. Dans les conditions de campagne, on mangeait aussi abondamment des biscuits de guerre, des galettes dures séchées de farine cuite pour qu'elles durent des mois. Le biscuit de guerre, souvent pain cuit 2 fois semblable au biscuit de marine, postérieur, était le pain de voyage idéal. Il ne se désagrégeait pas, ne se gâtait pas, et pouvait être croqué même en marchant. Pour l'attendrir, les soldats le trempaient dans l'eau, la soupe ou le vin. Viande et poisson. La viande représentait la partie la plus précieuse de l'alimentation, pleine de protéines et de graisses, donc de carburant pour les muscles. Mais tout soldat n'en jouissait pas quotidiennement. Quand la viande fraîche était disponible, il s'agissait généralement de bœuf, de mouton ou de porc. Cela dépendait du bétail qu'on venait d'abattre. Les chevaliers nobles se régalaient aussi de gibier comme le cerf ou le sanglier, s'il y avait le temps de chasser. En revanche, un fantassin mercenaire était content d'un morceau de bœuf dans la soupe. Beaucoup plus souvent que fraîche, on mangeait de la viande salée ou fumée. Le bœuf salé et le lard fumé étaient les conserves de base du Moyen Âge. Ils duraient longtemps et fournissaient les calories nécessaires. Un soldat fourrait une tranche de lard ou de lard fumé dans sa ceinture et pouvait en croquer pendant le voyage. Le sel était cher, mais nécessaire dans l'armée pour saler la viande, afin qu'elle ne se gâte pas. Quand les soldats marchaient près de rivières ou de la mer, les poissons étaient aussi utiles. Les poissons frais pouvaient être pêchés en route ou achetés, mais souvent on transportait des poissons séchés ou fumés, par exemple des harengs salés. Les poissons étaient importants aussi, à cause des jeûnes religieux, à l'époque où se tenait un jeûne festif avant la bataille ou que c'était vendredi. La viande de poisson pouvait justement remplacer la viande sur l'assiette. Légumineuses et légumes, les pois, les lentilles et les haricots. C'étaient les héroïnes silencieuses de la cuisine de campagne médiévale. Une bouillie ou une soupe de légumineuses parvenait à rassasier longtemps et était bon marché. Les pois secs et les haricots pouvaient être facilement transportés dans des sacs, et quand venait le temps de manger, il suffisait de les faire cuire dans un chaudron au-dessus du feu. La bouillie de pois graissés avec un morceau de lard appartenait aux plats les plus ordinaires des soldats et des paysans. Les légumes étaient en ton moins fréquents. D'une part, ils n'étaient pas toujours disponibles. D'autre part, ils se gâtaient rapidement lors de longs voyages. Pourtant, quand il y avait le temps de s'arrêter, les cuisiniers militaires ajoutaient au chaudron, par exemple, du chou, des carottes, des oignons, de l'ail ou des navets, s'ils pouvaient les obtenir des habitants locaux. L'oignon et l'ail étaient des ingrédients appréciés. Ils duraient longtemps et masquaient le goût de la viande moins fraîche. De plus, on croyait qu'ils donnaient courage et force et protégeaient aussi contre la peste et d'autres maladies. Dans l'alimentation de campagne apparaissaient aussi des herbes et des plantes sauvages. Un soldat pouvait cueillir des orties, de l'oseille ou de la marjolaine pour parfumer un peu la soupe et compléter les vitamines. Lait et produits laitiers. En campagne, personne n'avait naturellement le temps de faire paître des vaches pour le lait, mais les produits laitiers complétaient néanmoins le régime alimentaire. Le plus souvent, c'était le fromage. Les fromages durs supportaient un long voyage et étaient nutritifs. Les soldats les emportaient en marche, coupés en morceaux.
Un morceau de fromage avec du pain était une source rapide d'énergie. Le fromage blanc ou le fromage séché, les sboules ou grumeaux de fromage, pouvaient aussi être conservés. Dans certaines régions, les soldats buvaient aussi du bas-beurre ou du petit lait s'ils se déplaçaient près de fermes. Le beurre et le saindoux étaient rares et se gâtèrent par temps chaud. Mais au début de l'expédition, on partait souvent avec des chariots pleins de beurre et de saindoux pour cuisiner. Par exemple, selon les chroniques d'Angleterre au XIIIe siècle, des tonneaux de beurre faisaient partie des provisions pour l'armée. La graisse était indispensable en cuisine. Quand elle manquait, on faisait frire et cuire simplement avec de la graisse d'animaux. Fruits et noix, les fruits frais, étaient une rareté dans l'armée de campagne, mais les fruits secs étaient littéralement un trésor. Les raisins secs, les prunes séchées, les figues ou les dattes, que les croisés avaient rapportés d'Orient, fournissaient un stimulant sucré en marche. Un peu de sucre des fruits donnait de l'énergie et remontait le moral. Les soldats portèrent des fruits secs dans des bourses et les mâchaient en route. Les noix, par exemple, les noix ou les noisettes, étaient une autre excellente source d'énergie. Elles ne se gâtaient pas et contenaient des graisses. Donc une poignée de noix était comme une barre énergétique médiévale. Quand les soldats campèrent dans la forêt, ils ramassaient volontiers des faînes, des châtaignes ou des noix des bois et les faisaient griller. Même des petites choses comme les fraises des bois ou les prunelles en chemin n'étaient pas dédaignées, mais plutôt pour l'assaisonnement ou le plaisir. Boisson. Boire un liquide sûr était parfois un plus gros problème au Moyen Âge que de manger. L'eau pure n'était en effet souvent pas disponible ou était contaminée. C'est pourquoi la boisson de base des soldats était la bière ou le vin dilué. La bière légère ordinaire, plutôt une bière de céréales avec un faible taux d'alcool, souvent trouble, appartenait à la boisson quotidienne. Comme on dit en Bohême, la bière était le pain liquide du peuple. Selon des rapports conservés, même les prisonniers dans les terres tchèques au XIVe siècle recevaient quotidiennement une miche de pain et presque 2 litres de bière. Nous pouvons donc imaginer qu'un soldat en marche voulait une ration similaire de liquide. La bière fournissait des calories et était plus sûre que l'eau d'un ruisseau. Dans les régions du sud, le vin avait un rôle similaire, souvent dilué avec de l'eau ou fermenté sous une forme plus légère. Avant la bataille, les chevaliers se permettaient souvent un verre de vin, pour le courage, mais l'ordre était clair. Personne ne devait s'enivrer pour que l'armée ne perde pas sa discipline. Quand il n'y avait ni bière, ni vin, il fallait se contenter d'eau. Les soldats la buvaient de préférence bouillie, par exemple comme composant de soupe ou de thé aux herbes, ou mélangée avec du vinaigre, ce qui créait une boisson rafraîchissante et plus semblable à la posca romaine. Parfois, ils avaient à disposition aussi de l'hydromel ou du vin de fruits faibles, surtout s'ils traversèrent des régions riches. Les spiritueux forts de type eau-de-vie n'apparurent qu'à la fin du Moyen Âge, donc le guerrier médiéval ne calmait pas encore ses nerfs avec ceux-ci avant la bataille. Cela vint plus tard. Épices et sel. Bien que l'alimentation des soldats fût simple, cela ne signifie pas qu'elle était complètement sans goût. Comme déjà mentionné, le sel était crucial non seulement pour la conservation de la viande, mais aussi pour l'assaisonnement. Qui avait du sel pouvait même saler une simple bouillie, et elle avait tout de suite meilleur goût. Outre le sel, on utilisait aussi d'autres herbes et épices disponibles. Le goût poivré du poivre ou le piquant de la moutarde parvenaient à masquer le mauvais goût de la nourriture de campagne. Le vrai poivre d'outre-mer était cher, mais les soldats se débrouillaient avec des substituts domestiques. Par exemple, des baies de genévrier moulues, des graines de moutarde ou des herbes comme le thym, la marjolaine. Là où la situation le permettait, surtout lors des festins nobles, l'ail et l'oignon ne manquèrent pas non plus, comme déjà dit, et peut-être aussi un peu de miel ou de vinaigre pour assaisonner la viande. Avant le départ à la guerre, si un festin d'adieu était organisé, on n'économisait certainement pas les épices. La viande était servie avec des sauces parfumées à la cannelle, au clou de girofle ou au safran.
Ces arômes devaient rappeler le luxe de la cour, et en même temps donner symboliquement courage et sentiment d'abondance, avant que n'arrive l'incertitude de l'alimentation de campagne. Comme on le voit, la composition de l'alimentation du soldat médiéval incluait tout le possible depuis le pain ordinaire et les pois jusqu'à la viande fumée et aux épices exotiques, si elles étaient disponibles. Naturellement, tout le monde n'avait pas tout. Ce qu'un soldat mangeait concrètement dépendait de son statut, de sa richesse, de la région d'où il venait, et aussi de la saison ou du déroulement de la campagne. Dans les chapitres suivants, nous verrons donc quelle différence régnait entre un chevalier et un fantassin, et surtout comment se déroulait pratiquement l'approvisionnement en nourriture lors d'une expédition militaire. Dans un instant, nous révélerons comment les armées s'approvisionnaient avant de partir à la guerre, qui portait la responsabilité de la nourriture pour des centaines voire des milliers d'hommes, et ce qui se passait quand les provisions s'épuisaient. Avant qu'une armée ne parte du château ou de la ville natale, elle devait s'approvisionner en vivres. Imaginons un commandant médiéval convoquant les officiers d'approvisionnement, bien qu'alors c'était plutôt des intendants et des serviteurs, et ordonnant « préparez les pains, mettez la viande dans le sel, remplissez les tonneaux de bière ». Les préparatifs pour une campagne militaire se déroulaient des semaines à l'avance, et la nourriture était sur la liste des priorités juste après les armes et les chevaux. Le système féodal fonctionnait de manière que le noble convoquant ses vassaux exigeait souvent que chacun vienne avec une provision de nourriture pour un certain nombre de jours. Par exemple, il pouvait imposer aux chevaliers d'amener tant et tant d'hommes armés, et qu'ils aient des vivres pour les premiers, peut-être 14 jours de campagne. Il était courant que l'armée devait au début vivre de ce que chacun apportait de chez lui. Que ce soit des miches de pain, des sacs de farine, des tonneaux de lard ou des sacs de pois. Le souverain fournissait habituellement seulement partiellement quelque chose de ses réserves. Les recrues pauvres, qui n'avaient rien, devaient compter sur le fait que leur seigneur les nourrirait ou qu'on obtiendrait quelque chose plus tard en route. C'est pourquoi, avant le départ, se tenaient souvent des collectes et des réquisitions. Le souverain proclamait un impôt extraordinaire en nature, de sorte que les sujets devaient livrer des céréales, du bétail, des fromages, etc., pour les besoins de l'armée. Ces provisions se rassemblaient dans des entrepôts, par exemple dans les châteaux, puis étaient aussi transportées avec l'armée sur des chariots. Les chariots d'approvisionnement, le train, étaient vitalement importants. Chaque armée plus importante partait à la guerre avec des colonnes de chariots chargés de nourriture, de tonneaux avec des boissons, d'ustensiles de cuisine et d'autres équipements. Dans ces chariots se trouvaient des entrepôts mobiles, des sacs de farine et de céréales, des tonneaux avec du sel, des tonneaux de bière et de vin, des tonneaux de viande salée, des barils de saindoux, des tonneaux de poissons séchés, des paniers pleins de biscuits de guerre, des galettes, mais aussi, par exemple, des chaudrons de rechange, des poêles, des écuelles et des réserves de bois ou de charbon pour le feu. Pour certaines expéditions, nous connaissons même des chiffres précis. Par exemple, les croisés, lors d'une des expéditions, avaient équipé des navires spéciaux et des chariots, avec de la farine et du vin d'Italie, pour ne pas mourir de faim en route vers la Terre Sainte. Parfois, on achetait même à l'avance des provisions aux marchands. Les commerçants savaient qu'une armée aurait besoin de beaucoup de nourriture et amenaient habilement des caravanes avec des marchandises aux endroits convenus. Dans un instant, nous regarderons dans le camp lui-même, mais restons encore aux préparatifs. Les commandants devaient planifier combien de nourriture pouvait être transportée et combien de temps elle durerait. Il n'était pas possible de prendre une provision complètement infinie. Les chariots ralentissaient le mouvement de l'armée et étaient vulnérables. C'est pourquoi on transportait habituellement de la nourriture pour un certain nombre de semaines, et on comptait sur le fait que plus loin, l'armée devrait s'approvisionner en route. Nous y reviendrons. Par exemple, en Angleterre, pendant la guerre de 100 ans, existaient des règlements sur combien de jours de vivres un soldat devait avoir. Souvent, c'était autour de 8 à 14 jours de nourriture que le soldat individuel ou l'unité devait assurer à l'enrôlement. Lors de campagnes plus importantes, par exemple lors d'une expédition de croisade, on convenait parfois que chaque participant apporterait une provision pour 40 jours.
parce que c'était la durée du service féodal habituel. Assurer cette quantité n'était cependant pas facile. Les chevaliers pauvres hypothéquaient même leurs biens ou vendaient leurs récoltes, juste pour avoir de quoi acheter de la viande séchée, des céréales et du vin pour le voyage. Selon les chroniques de l'époque de la première croisade, XIe siècle, beaucoup de simples combattants durent vendre leurs champs ou leurs maisons pour avoir de la nourriture pendant la campagne. L'expédition militaire signifiait donc un sacrifice non seulement sur le champ de bataille, mais aussi à la maison. Que se passait-il donc juste avant le départ? Imaginons que tout soit emballé, les chariots chargés, les soldats se nourrissaient une dernière fois dans des conditions domestiques. Souvent leurs familles ou les communautés locales leur préparaient une nourriture copieuse en guise d'adieu. Il nous reste des mentions que la veille du départ, les seigneurs régalaient leur compagnie d'un festin. Dans la grande salle, on faisait rôtir de la viande, on tirait de la bière, on mangeait à satiété, parce que les jours suivants devait venir une ration plus modeste. Un tel festin servait aussi comme rituel de cohésion. Les hommes s'asseyaient ensemble à la longue table, rompaient le pain ensemble et se promettaient fidélité au combat. Le Seigneur portait un toast, que nous revenions tous à la maison victorieux. Et la symbolique ne manquait pas. Par exemple, la découpe commune d'un grand pain, dont chacun recevait un morceau en signe d'unité. Après un tel festin, il partait le matin en voyage, le ventre plein, et peut-être avec le sentiment qu'ensemble il surmonterait la faim et les épreuves. Outre les festins d'adieu se déroulaient avant le départ aussi des cérémonies religieuses, qui étaient étroitement liées à la nourriture. Il était courant d'organiser une messe et une communion. Les soldats recevaient donc encore, avant la première marche, la Sainte Communion dans l'église, pain et vin. Cette cérémonie devait spirituellement renforcer et aussi rappeler symboliquement la dernière scène du Seigneur. Beaucoup de combattants percevaient cela comme s'ils allaient au risque de la mort et voulaient donc partir réconciliés avec Dieu. Il est intéressant que certains chevaliers, avant la bataille, jeûnaient même ou veillaient. Par exemple, un chevalier nouvellement adoubé avait l'obligation de passer la nuit avant l'adoubement, qui était souvent avant la bataille, au pain et à l'eau et en prière. Le jeûne avant le combat devait purifier l'esprit, mais naturellement du point de vue de la force ce n'était pas idéal. Tous ne suivaient cependant pas ces coutumes strictement. C'était aussi une tactique de l'Église d'accorder des dispenses, pour que les combattants puissent se nourrir même le jour où il y aurait normalement jeûne, typiquement le vendredi ou lors d'une fête religieuse. L'Église comprenait qu'un soldat faible et affamé ne ferait pas beaucoup de miracles sur le champ de bataille, et accordait donc des bénédictions même au chaudron avec de la viande à l'époque où normalement on ne devait pas manger de viande. Les papes émettaient pour les expéditions de croisade des autorisations spéciales, que les participants ne devaient pas observer tous les jeûnes, sinon beaucoup de chevaliers auraient passé la moitié de la campagne aux haricots et au pain, ce qui aurait diminué leur performance. Quand donc l'armée partait, elle avait avec elle autant de provisions qu'elle pouvait emporter, et les estomacs, remplis de cuisine domestique. Mais que se passait-il après quelques jours de marche? À quoi ressemblait l'alimentation directement en campagne, quand les miches domestiques étaient épuisées, et qu'il fallait cuisiner avec ce qui était à portée de main? C'est justement à cela que nous nous consacrerons dans le chapitre suivant. Dans un instant, nous révélerons comment se déroulait la cuisine au camp, ce que les soldats cuisinaient dans leurs chaudrons, d'où ils tiraient d'autres nourritures pendant les longues expéditions, et quelles improvisations ils inventèrent, pour ne pas mourir de faim loin de chez eux. L'alimentation quotidienne lors d'une campagne militaire était un véritable test d'improvisation. Imaginons un camp militaire après plusieurs jours de marche, des centaines de tentes dans un champ, au milieu des foyers, avec des chaudrons, d'où monte la fumée et l'arôme d'oignons. Les soldats sont assis autour des feux et remuent dans leurs marmites, leur simple goulash. À quoi ressemblait un tel régime alimentaire typique de campagne? Le matin, on ne prenait habituellement pas de grands petits déjeuners. Au Moyen Âge, on mangeait généralement 2 fois par jour,
le concept postérieur du petit déjeuner n'était pas encore courant. Les soldats prenaient donc le matin avant la marche, tout au plus un morceau de pain, le buvaient avec de la bière ou de l'eau, éventuellement se permettaient un reste de nourriture du dîner. Le repas principal venait seulement à l'heure du déjeuner, qui se tenait souvent dans la matinée vers 10 ou 11 heures, pour pouvoir ensuite repartir en route, puis le soir après le campement. Lors de la marche, il n'était pas toujours possible de cuisiner. S'il ne s'arrêtait que pour un court repos, on mangeait de la nourriture froide du sac. Chaque soldat portait sur lui un sac ou une bourse avec une provision pour la journée. Un morceau de pain, un morceau de viande fumée ou de lard, une poignée de fruits secs ou de noix. À cela s'ajoutait une gourde pour l'eau ou le vin à la ceinture. Pendant le voyage, il sortait alors un biscuit ou du pain. Découpait au couteau un morceau de viande fumée et mangeait en marchant. Quelque chose comme un sandwich d'aujourd'hui. Parfois, les soldats avaient attaché à leur selle des outres en cuir avec du vin ou de la bière dont ils buvaient par gorgées. S'il y avait le temps, ils allumaient un petit feu et réchauffaient ce morceau de viande sur un bâton, ou faisaient bouillir une tasse de décoction d'herbe, souvent de ce qu'ils trouvaient, menthe, absinthe, ce qui d'une part avait bon goût et aidait aussi contre les troubles digestifs. Quand l'armée campait pour la nuit, venait enfin le temps de cuisiner quelque chose de convenable dans le chaudron. Au camp, cela ressemblait presque à un camp de scouts. Chaque petit détachement ou compagnie allumait son propre foyer. N'imaginons pas une cuisine de campagne centrale où des cuisiniers distribuèrent du goulash d'État dans des gamelles. La cuisine centralisée pour toute l'armée n'était pas pratiquement possible, surtout pour les grandes armées. Il n'existait pas d'unité culinaire de campagne permanente comme aujourd'hui. Chaque petit groupe de soldats, souvent ensemble ceux qui appartenaient à un souverain ou seigneur, cuisinaient pour lui-même. Les seigneurs nobles avaient leur domesticité, qui leur préparait la nourriture séparément. Par exemple, un chevalier avait un écuyer qui s'occupait du feu et cuisinait le dîner avec les provisions apportées. Les soldats ordinaires devaient s'occuper ensemble. Probablement ils se relayaient. Un jour l'un cuisinait pour les autres de la compagnie. Le jour suivant quelqu'un d'autre. Dans certains camps fonctionnaient cependant des vendeurs de nourriture. Avec l'armée voyageaient souvent des marchands ou des cantinières, qui offraient parfois contre de l'argent quelque chose à manger en plus. Selon des rapports de l'époque, les armées tchèques au XIIe siècle étaient accompagnées par exemple de marchands, qui vendaient aux soldats de la bière, de la pâtisserie, de la viande et des outils. Qui avait de l'argent pouvait donc acheter bien des choses dans le camp. Un canard d'un paysan des environs, du pain frais cuit par une boulangère de campagne ou une cruche de bon vin d'un marchand qui était arrivé avec une caravane. La base de la cuisine du soir était un grand chaudron, ou pot suspendu au-dessus du feu. Les soldats y mettaient tout ce qui était disponible et faisaient souvent un goulash ou une soupe monotone mais copieuse. La recette pouvait ressembler à ceci. Jeter dans le chaudron une poignée de pois ou de gruau, d'orge ou de blé. Arroser d'eau. Ajouter des morceaux de viande séchée, qui dans la soupe cuisaient jusqu'à être tendres. Un peu de sel. Sinon, au moins du sel d'herbe ou de l'eau de mer près des côtes. Y découper de l'oignon ou de l'ail, des légumes racines s'il y en avait, et cuire jusqu'à ce que cela devienne une bouillie soupe épaisse et nutritive. Chacun recevait alors dans une écuelle en bois une portion de ce mélange, prenait avec cela un morceau de biscuit ou de pain et dînait. Parfois, quand les soldats avaient de la chance avec le butin, ils enrichissaient le régime alimentaire. Par exemple, ils attrapaient dans la forêt un lapin ou un faisan et le jetèrent dans la soupe, ou le faisaient rôtir à la broche. Souvent cependant, aucun butin n'était là, et on mangeait la même chose sans arrêt. Les sources conservées confirment que les soldats se plaignaient de la monotonie de l'alimentation. Un récit de chroniqueur cite les paroles d'un soldat. Voilà 3 semaines que nous ne mangeons rien que des haricots et du lard. L'estomac me fait mal. Ce n'est pas étonnant. Une telle alimentation unilatérale pouvait causer des troubles digestifs.
Les médecins de l'époque conseillaient d'ajouter plus de vin et de vinaigre dans la nourriture pour la digestion, et parfois était donné l'ordre de distribuer aux soldats des liqueurs d'herbe contre la dysenterie, qui menaçait à cause des aliments gâtés. Une des tactiques importantes de l'alimentation de campagne était d'apporter avec soi des conserves vivantes. Que cela signifie-t-il? Au lieu de transporter des tonnes de viande morte, qui devraient être toutes salées, beaucoup d'armées menaient des troupeaux de bétail avec l'armée. Imaginez une armée, et derrière elle un troupeau de bœufs, de vaches, de moutons ou de chèvres, qui sont comme une assurance. Chaque fois que la nourriture manquait, on abattait une pièce de bétail, et il y avait de la viande fraîche pour tous. Ces conserves mobiles étaient irremplaçables surtout pour les longues campagnes hors de la civilisation. Par exemple, les armées mongoles, au XIIIe siècle, transportaient toujours des troupeaux de leurs moutons et chevaux. Un combattant mongol avait ainsi constamment à disposition de la viande fraîche, du lait et même du sang. Les Mongols buvaient parfois du sang de cheval comme énergie d'urgence lors de longues chevauchées. Les chevaliers européens ne buvaient peut-être pas de sang de cheval, mais le principe était le même. Avoir avec soi du bétail pour l'abattage. Les armées françaises ou anglaises du Moyen Âge marchaient couramment avec des attelages de bœufs, et puis égayer le régime alimentaire avec ces bœufs au bon moment. Selon une mention de l'époque, avant une bataille décisive, plusieurs dizaines de têtes de bétail furent abattues, pour que l'armée mange à satiété et aille au combat renforcé. Cela remonta, paraît-il, nettement le moral, quand les soldats se régalèrent de viande au lieu de la bouillie ordinaire. Outre l'abattage d'animaux au camp se déroulait aussi l'approvisionnement des environs. Aucune armée médiévale ne se passait de se procurer de la nourriture sur place, par où elle passe, soit à l'amiable, soit de force. Quand l'armée marchait sur son propre territoire ou allié, souvent les villages et villes locales devaient obligatoirement fournir de la nourriture, envoyer un chariot de pain, de fromage, un tonneau de bière et semblables. S'ils ne le faisaient pas, les soldats prenaient simplement les provisions eux-mêmes. Sur territoire ennemi, c'était alors la règle, le pillage. On envoyait les soi-disant forages partis, en tchèque, nous dirions détachement d'approvisionnement ou de garde-manger, qui fouillaient les environs du camp et prenaient tout ce qui était comestible, des céréales des champs, du bétail des étables, de la farine des moulins, des légumes des potagers. Cela causait naturellement des dommages aux civils, mais au Moyen Âge, c'était une partie courante de la guerre. Même dans certaines périodes, surtout au XIVe siècle pendant la guerre de Cent Ans, cette tactique de piller systématiquement la terre de l'ennemi s'appelait chevaucher. Une chevauchée qui tuait et brûlait tout pour que l'ennemi perde ses provisions. Pour les soldats, cela signifiait qu'ils mangeaient aux frais d'autrui. Chaque fois qu'ils faisaient irruption dans un village, ils visaient d'abord les granges et les caves. Si l'armée restait longtemps au même endroit, par exemple lors du siège d'un château ou d'une ville, un problème surgissait. Les environs se mangeaient rapidement. Au début, on ramassait la récolte, et on abattait le bétail des environs. Mais après quelques semaines loin à la ronde, il ne restait rien qu'une terre brûlée. Les détachements d'approvisionnement devaient alors partir de plus en plus loin du camp, souvent avec le risque que l'ennemi les attaque. Plus d'une fois surgit une situation où les assiégeants souffraient de plus grande faim que les assiégés. Si le château ou la ville avait des provisions, tandis que l'armée dehors avait déjà consommé tout dans ses environs. Les chroniques décrivent des cas où l'armée dut abandonner le siège seulement parce qu'elle manquait de nourriture. Les défenseurs sur les remparts pouvaient y même jeter moqueusement des aliments gâtés en bas, pour montrer qu'eux avaient encore quelque chose, tandis qu'en bas on ne mangeait déjà plus que des racines de chénopodes. La faim parvenait à briser même de vaillants chevaliers. Il arrivait des désertions. Les soldats s'enfuyèrent du camp chercher de la nourriture à la maison. Et la discipline baissait. Les commandants désespérés n'hésitaient alors pas à ordonner des solutions extrêmes. Dans un instant, nous révélerons une des conséquences les plus terrifiantes de la faim extrême. Ce qui se passa quand les gens n'avaient vraiment plus rien à manger.
Mais avant de parler de telles horreurs, finissons notre image d'une journée ordinaire au camp. La cuisine du soir au camp était aussi le moment où on réglait les prises et les rations. Si pendant la journée on avait réussi à acheter ou voler quelque chose d'extra, par exemple un sac de farine ou un tonneau de choux, il se partageait entre les unités. Parfois existait une gestion centrale des rations, surtout quand les provisions s'amenuisaient. Par exemple, pendant les expéditions de croisade, il y eut des cas où les commandants durent déterminer que chacun ne recevait qu'une demi-miche de pain par jour, parce que les vivres s'amenuisaient. La distribution de nourriture était alors strictement gardée, pour qu'il n'y ait pas de trouble. Les soldats grognaient naturellement quand ils étaient à demi-ration, mais plutôt cela que rien. Tous souffraient également de la faim, simples et nobles. Peut-être seulement les plus hauts grands seigneurs avaient par orgueil quelque chose en plus caché dans leurs provisions privées. Les chroniqueurs mentionnent aussi des incidents où des soldats épuisés par la faim pillaient leurs propres trains, donc volaient des aliments des chariots d'approvisionnement, plutôt qu'il n'était déterminé qu'ils se distribuent. De tels vols se punissaient durement comme trahison, parce qu'ils menaçaient la survie de toute l'armée. Un chapitre spécial était les malades et blessés. Dans les lazarets de campagne, hôpitaux provisoires, ils recevaient une alimentation plus légère, par exemple une décoction de céréales, des tisanes d'herbes, du pain sec. En cas de dysenterie, on recommandait de boire du vin rouge fort et des décoctions d'écorce de chêne. Si quelqu'un souffrait du scorbut, manque de vitamine C, le remède était du chou fermenté ou du jus de sorbier, si quelqu'un en avait. Tout cela ne fait qu'illustrer comme les vivres et la santé étaient étroitement liés. La sous-alimentation et la mauvaise nourriture causaient des maladies, qui pouvaient mettre hors de combat plus de soldats que les épées de l'ennemi. Beaucoup de campagnes échouèrent sur des épidémies causées justement par le manque de nourriture et l'hygiène au camp. Nous ne devons pas omettre les rôles des femmes dans l'alimentation de campagne. Bien que la majorité de l'armée fût composée d'hommes, des femmes voyageaient souvent aussi au camp, épouses, maîtresses, cabaretières, blanchisseuses. Elles jouaient souvent le rôle de cuisinières. Pendant que les hommes montaient les tentes et montaient à la garde, les femmes préparaient la pâte pour les galettes, cuisaient des soupes et s'occupaient qu'au moins quelque nourriture soit chaude. Il y avait des cantinières connues qui non seulement vendèrent de l'alcool, mais cuisaient et cuisinaient aussi directement au camp, et puis offraient la nourriture pour quelques pièces aux soldats qui n'avaient plus leurs propres provisions. Cela améliorait un peu la diversité du régime alimentaire. Un soldat pouvait par exemple acheter une écuelle de bouillie chaude, s'il n'avait pas envie de cuisiner, ou une miche de pain, fraîchement cuit d'un four de campagne, que certaines femmes entreprenantes au camp avaient construit. Globalement, on peut dire que la vie au camp tournait beaucoup autour de la nourriture. Se procurer des aliments, cuisiner, diviser les portions et naturellement aussi festoyer ensemble. La nourriture commune au feu était souvent le moment où on racontait des histoires, on chantait et on oubliait un moment la peur du combat. La nourriture servait donc non seulement au corps, mais aussi au moral et à la cohésion. Les soldats partageaient ce qu'ils avaient. Chaque fois que quelqu'un sortait par exemple une outre de vin du butin, elle circulait autour du feu et chacun buvait pour de meilleurs lendemains. D'autre part, le manque extrême pouvait causer le contraire exact, l'effondrement de la discipline et la tragédie morale. Quand il n'y avait vraiment plus rien à manger, il arrivait même des cas que les soldats mangeaient absolument n'importe quoi, de la viande de cheval des chevaux tombés, bien que normalement on ne mangeait pas les chevaux. Dans la faim, le tabou était mis de côté. Des chiens, des chats, des rats, et dans les pires situations même quelque chose de bien pire. Selon les chroniques de la première croisade, pendant le siège de la ville syrienne de Maharat al-Numan en 1098, il y eut parmi les croisés du cannibalisme. Plusieurs soldats, paraît-il, dans la faim folle, mangèrent les corps d'ennemis tombés. Cet épisode horrible fut enregistré avec un grand dégoût même par les auteurs de l'époque, mais montre jusqu'où peut aller le désespoir d'une armée affamée.
Heureusement, cette ère d'élite des extrêmes exceptionnels. La plupart du temps, les soldats s'efforcèrent plutôt de terminer l'expédition ou de se rendre que d'aller si loin. Mais la faim appartenait aux plus grands ennemis du soldat médiéval. Même de glorieuses armées de chevaliers pouvaient finir misérablement si on sous-estimait logistiquement l'approvisionnement. Maintenant, nous avons décrit ce que et comment les soldats médiévaux mangeaient pendant la campagne. Il reste encore à regarder les différences qui régnaient dans l'alimentation entre différents soldats. Ils ne mangeaient en effet pas tous pareil. Le menu d'un chevalier et d'un archer différait. L'alimentation en été et en hiver différait. Et il existait aussi des spécialités régionales. Dans un instant, nous révélerons comment se différenciait par exemple le régime alimentaire d'un mercenaire tchèque de celui d'un archer anglais ou d'un cavalier mongol. Et quels avantages dans la nourriture avait par exemple un détachement d'élite par rapport à l'infanterie ordinaire. La société médiévale était fortement hiérarchique, et cela se reflétait aussi dans ce que chacun mangeait. Un chevalier au festin avait sur son assiette du sanglier à la sauce aux prunes, et buvait du vin épicé, tandis que le fantassin ordinaire, la même nuit, cuisinait peut-être seulement une tasse fumante de bouillie de pois. Avant le départ à la guerre, ces différences s'estompaient parfois. À une table s'asseyait le seigneur et ses compagnons et se régalaient du même rôti. Mais dès qu'ils étaient en campagne, le statut se manifestait de nouveau. Les commandants nobles et les chevaliers avaient un meilleur approvisionnement. D'une part, ils emportaient avec eux plus et de meilleure nourriture. Leurs coffres et tonneaux étaient pleins de délicatesses qu'ils pouvaient se permettre d'acheter. D'autre part, ils étaient soignés par des serviteurs. Un tel chevalier pouvait avoir dans son escorte un veneur, qui lui procurait en route du gibier frais, ou un cuisinier, qui même des conditions de campagne transformait en nourriture savoureuse. Par exemple, les chevaliers templiers avaient directement dans leurs règles établies comment s'alimenter, étonnamment sobrement et sainement. Selon des recherches historiques, les templiers mangèrent de la viande seulement 2 fois par semaine, sinon principalement des légumineuses, des légumes, des poissons, de l'huile d'olive et un peu de vin. Donc une telle diète méditerranéenne saine, médiévale. Grâce à cela, les Templiers, paraît-il, vivaient plus longtemps que les autres soldats, parce qu'ils ne souffraient pas tant de la goutte et de l'obésité, comme d'autres riches chevaliers, se gavant constamment de viande. La majorité des chevaliers n'étaient cependant pas si sobres. Les gens plus riches mangeaient beaucoup de viande, comme mentionnent les chroniques, et ainsi par exemple, au XVe siècle, beaucoup étaient tourmentés par la goutte, maladie de la surconsommation de viande et d'aliments gras. Un chevalier se permettait donc ce qu'il pouvait. Au petit déjeuner volontiers, une poule rôtie, au déjeuner une soupe de viande épaisse, et au dîner, une cuisse à l'ail. Naturellement, seulement quand il y avait des provisions. Dans la mêlée du combat même, un noble finissait au même poids que son servant. En face, les simples soldats, fantassins mercenaires, archers, lanciers, avaient un régime alimentaire plus simple et dépendant de ce que quelqu'un leur donnait ou de ce qu'ils se procuraient eux-mêmes. Les mercenaires recevaient une solde, argent, avec laquelle ils devaient acheter de la nourriture chez les marchands de campagne. Si la solde tardait, ou qu'il n'y avait nulle part où acheter, ils devaient piller ou chasser. Les sources de l'époque indiquent parfois aussi des rations prescrites pour les mercenaires. Par exemple, dans une armée de Charles II, probablement. Charles II de Navarre ou d'un autre souverain médiéval. La ration quotidienne d'un mercenaire était de 800 grammes de pain, 400 grammes de viande de bœuf, à cela un peu de porc ou de mouton, un morceau de lard ou de lard fumé, des œufs et un peu de vin. Ce ne serait pas un mauvais menu même aujourd'hui. Mais il est question de savoir si de telles portions étaient vraiment toujours données, ou si c'est seulement une ration théorique. Plutôt cela reflète un idéal. La réalité pouvait être de moitié. En tout cas, nous voyons que quand c'était possible, les commandants s'efforçaient de donner aux soldats au moins une fois par jour de la viande, parce qu'ils savaient qu'un homme fatigué avait besoin de protéines.
Quand la viande n'était pas là, ils devaient la remplacer par des légumineuses. Un tel archer dans l'armée anglaise de la guerre de Cent Ans se nourrissait souvent sobrement. Le matin, un peu de bière et de pain, dans la journée oignons et fromage, le soir un pot de bouillie de haricots, avec un peu de lard. En revanche, un noble français de l'autre côté du champ de bataille avait peut-être du vin, du pain blanc et des pigeons rôtis. Pourtant, il arrivait que les seigneurs bien nourris étaient paradoxalement moins résistants. Quand puis la nourriture manquait, le chevalier gâté souffrait plus qu'un paysan habitué, qui toute sa vie avait mangé sobrement. Les différences régionales étaient dues, principalement, à ce qui poussait où et quelles étaient les coutumes locales. Par exemple, en Scandinavie, l'alimentation des soldats était beaucoup basée sur les poissons. Les combattants vikings, au Moyen-Âge, mangeaient des morues séchées, de la viande de hareng et de la bouillie d'avoine. Ils buvaient de l'hydromel ou du petit lait. Dans les pays méditerranéens jouait au contraire le premier rôle le vin, l'huile d'olive, le blé et les épices. Les croisés, qui vinrent d'Angleterre ou d'Allemagne en Terre Sainte, furent surpris par les galettes locales, les dattes et les plats épicés des Sarrasins. Ils apprirent rapidement cependant. Ils commencèrent à porter du pain arabe pita parce qu'il durait plus longtemps que leur miche, et ils goûtèrent par exemple les figues ou amandes, qu'ils obtinrent en Orient. En revanche, les guerriers arabes, sarrasins, apprirent aussi des Européens à boire de la bière. La bière ne leur plaisait certes pas autant que le vin ou l'eau de citron, mais dans le besoin, ils ne dédaignaient rien. Chaque culture emportait en guerre la sienne. Les Mongols ont déjà été mentionnés. Ceux-ci ne juraient que par la viande séchée, probablement quelque chose comme du jerky de viande de cheval ou de mouton, et des fromages blancs séchés appelés kouroutis. En plus, ils buvaient du koumis, du lait de jument fermenté. Et comme indique le voyageur vénitien Marco Polo, un cavalier mongol parvenait à aller 10 jours seulement avec du fromage séché et quelques gorgées de koumis, sans allumer de feu pour cuisiner. C'était un énorme avantage de mobilité. Un chevalier européen, avec son chaudron de soupe, était plus lent face à eux. Mais en revanche, quand il s'agissait de festins, les Européens savaient festoyer avec toute la pompe. Il vaut la peine de mentionner aussi les unités d'élite et leur alimentation. Par exemple, les janissaires ottomans au XVe siècle étaient réputés pour appartenir aux soldats les mieux nourris de leur époque. L'Empire ottoman assurait pour ses régiments d'élite du pain frais quotidien. S'il n'y en avait pas, ils avaient des biscuits. Une ration quotidienne de viande, environ 200 grammes d'agneau ou de mouton, du riz, du boulgour, même du café et du sucre, ce qu'un soldat en Europe ne connaissait pas. À Istanbul fonctionnaient des boulangeries entières, seulement pour l'armée, et d'énormes cuisines de campagne. Les janissaires avaient aussi une hiérarchie culinaire, et la cuisine avait une signification symbolique. La révolte des janissaires se reconnaissait au fait qu'ils renversèrent leur chaudron. Le chaudron était le signe de l'unité. De même au Japon, les armées de samouraïs au XVIe siècle consacraient une grande attention à l'alimentation. Le célèbre commandant Uesugi Kenshin, paraît-il avant la bataille, organisa un festin kashidoki meshi, ou plat du cri de guerre, où il offrit à ses soldats des friandises choisies, une montagne de riz, des ormeaux noirs cuits, des poissons et légumes marinés, un canard rôti aux noix, bref du luxe, qui devait donner du courage. Kenshin lui-même mangeait peu, mais pour l'armée, il se dépensa. En revanche, un autre général japonais, Hideyoshi, veillait à ce que ses soldats reçoivent des boules de riz lors de chaque marche. Il envoyait des courriers en avant pour que les villageois cuisent du riz et préparent des paquets, de sorte que l'armée pouvait traverser une longue route et trouver toujours de la nourriture en chemin. Ces exemples d'autres parties du monde montrent que le principe est le même. Soldat bien nourri égale soldat capable de combattre. En Europe, ils n'avaient certes pas de boules de riz, mais ils en étaient conscients. Par exemple, on raconte qu'avant la bataille d'Azincourt, 1415, les chevaliers français se renforcèrent copieusement de vin et de bonne nourriture, étaient convaincus de la victoire,
et la nuit avant la bataille festoyèrent. Face à eux, les archers anglais affamaient et gelaient sous la pluie, parce que leurs provisions étaient épuisées. Le résultat de la bataille surprit cependant le côté le plus affamé, gagna. Naturellement, c'était grâce à la tactique et à la chance. Mais les historiens remarquent que les nobles français suralimentés et complaisants le matin n'étaient peut-être pas dans la meilleure forme, tandis que les soldats anglais, bien qu'affamés, étaient déterminés à combattre pour la survie. De telles situations paradoxales arrivaient, dont même un estomac plein ne garantissait pas la victoire si la discipline et le bon commandement manquaient. Résumons les différences. Qui était plus riche ou d'une unité d'élite avait une alimentation plus diverse et abondante, souvent même en campagne. Qui était simple soldat mangeait sobrement et de façon monotone. Pourtant, dans les moments d'abondance, par exemple après le pillage d'une ville riche, même le plus pauvre goûtait au rôti ou au gâteau sucré. Les soldats ne dédaignèrent rien de ce que la victoire sur l'ennemi offrait. D'autant plus dur était alors le retour à la bouillie salée, dès que le butin était mangé. Comme le Moyen-Âge s'approchait de sa fin, commencèrent à apparaître dans les armées les germes d'un approvisionnement plus systématique. Par exemple, au XVe siècle, s'introduisirent dans certaines armées de mercenaires des cuisines de groupe, quelques hommes cuisaient pour toute la Chiltron, unité, et les rations étant fermement établies. C'était l'avant-garde des services de vivres d'armées modernes. Aussi les techniques de conservation de la nourriture se perfectionnèrent. Séchage, fumage, mise en graisse, cuisson de biscuits. Tout cela se perfectionna de sorte que, par exemple, les expéditions navales parvenaient déjà à transporter de la nourriture pour des mois. Dans les conditions de campagne, la meilleure assurance restait néanmoins d'obtenir des aliments frais en route. Maintenant, nous avons parcouru le régime alimentaire médiéval de fond en comble, du pain à travers la viande jusqu'au vin, des festins jusqu'à la famine. Que pouvons-nous en retenir pour aujourd'hui ? Essayons en conclusion de réfléchir à quel héritage la cuisine militaire médiévale a pour les armées modernes et ce qui des expériences de l'époque a survécu jusqu'aujourd'hui. Et peut-être serez-vous surpris de combien de similitudes nous trouvons. L'histoire de l'alimentation des soldats est fascinante par le fait que certains principes sont intemporels. Quand vous ouvrez aujourd'hui un paquet moderne d'alimentation de campagne, les MR-UP, Meal, Ready to Eat, vous y trouvez des aliments durables, des conserves, des biscuits, des barres énergétiques. En fait, rien de nouveau sous le soleil. Les soldats médiévaux se créaient déjà alors des MRE de leur époque. Viande séchée, biscuits durs, fruits secs, légumes salés. Ils avaient besoin d'une nourriture qui soit légère, pratique, ne se gâte pas. Et c'est un besoin complètement identique à celui des soldats d'aujourd'hui en terrain. On peut dire que les aliments durables comme concept furent inventés déjà par les armées médiévales. Les biscuits de militaires et conserves d'aujourd'hui sont plus sophistiqués, plus savoureux et bourrés de vitamines. Mais l'ancêtre de chaque telle ration est le simple biscuit médiéval au miel et aux épices, qu'autrefois un croisé emballa dans son sac. Aussi la logistique s'est développée dramatiquement depuis le Moyen Âge, mais l'importance est restée la même. Assurer que les soldats n'affament pas. Aujourd'hui, les armées utilisent des camions, des avions, des navires, pour transporter des tonnes de nourriture à travers la moitié du monde. Au Moyen Âge, c'étaient des chariots et des flottes de marchands, qui apportèrent de la farine et du vin par exemple de Gênes en Palestine pour les croisés. Le principe d'accord d'alliance sur l'approvisionnement n'est pas nouveau non plus. Déjà dans la troisième croisade au XIIe siècle, les rois européens conclurent un traité avec la flotte vénitienne pour qu'elle leur assure un approvisionnement constant en vivres par mer. On peut dire qu'alors ils posèrent les bases d'une chaîne d'approvisionnement internationale, comme nous la connaissons aujourd'hui dans la logistique militaire de l'OTAN, etc. Ce qui a changé, c'est la compréhension de la nutrition et des aspects sanitaires. Les commandants médiévaux savaient instinctivement que protéines et calories étaient nécessaires,
mais ne savaient rien sur les vitamines, la microbiologie, les calories comme chiffres. Nous savons aujourd'hui qu'un soldat a besoin d'environ 4000 calories par jour, sous effort, et assez de vitamine C pour ne pas avoir le scorbut. C'est pourquoi, dans les rations modernes, s'ajoutent non des comprimés vitaminés ou des boissons enrichies. Il est intéressant qu'une recette médiévale contre le scorbut existait sans le savoir, la choucroute. Les marins et soldats en Europe du Nord utilisaient des tonneaux de choux aigres comme complément alimentaire. C'était bon marché, durable et savoureux. Le chou est plein de vitamine C, donc protégé contre le scorbut, même si les gens ne le savaient pas. Aujourd'hui, sur le même principe, un soldat en campagne avale une pilule vitaminée. Aussi, le rôle de la nourriture pour le moral était resté. Aujourd'hui, peut-être, un officier n'ordonne pas d'abattre un bœuf et d'organiser un festin avant la bataille. Mais les armées savent de bien qu'un soldat content et nourri est plus disposé à remplir les tâches. Dans les armées modernes existe le concept de comfort food pour les soldats, donc une nourriture qui doit leur rappeler la maison et remonter l'humeur. Par exemple, au front, on transporte parfois du pain fraîchement cuit ou des sucreries préférées de l'unité. C'est en fait la même chose que faisait le commandant médiéval quand il faisait distribuer du vin et de la viande avant le combat pour élever le cri de guerre. La tradition de domajlis des babas chaudes pour les soldats ou le kvas russe pour les fantassins, ce sont tous des exemples d'époques postérieures. Mais les racines sont justement dans ces temps anciens, quand les femmes cuisaient des galettes pour le voyage et la bière coulait à flot avant l'expédition contre l'ennemi. Quand nous regardons aujourd'hui les régimes alimentaires militaires de différents pays, nous y trouvons aussi le reflet de la tradition culturelle, comme au Moyen Âge. Un soldat tchèque reçoit dans sa ration de campagne, par exemple, des conserves de porc et de la viande séchée, tandis que les forces d'autodéfense japonaises ont des crackers de riz et des conserves de poisson. De même qu'au Moyen Âge, un combattant tchèque aimait le fumé et la bière, un samouraï japonais le riz et les algues séchées. L'histoire de l'alimentation des soldats est comme une petite fenêtre sur la vie quotidienne des guerres, dont on ne parle souvent pas, mais qui décidait, avec un estomac vide, aucune gloire ni héroïsme ne dure longtemps. Le soldat d'aujourd'hui peut remercier ses ancêtres pour beaucoup d'enseignements. Nous avons appris des armées médiévales, comme il est important d'avoir des sources de nourriture de réserve, comment planifier les routes et la tactique selon l'endroit où nous obtiendrons de la nourriture. Déjà dans l'Antiquité et au Moyen Âge, on faisait souvent la guerre après les moissons, pour qu'il y ait du grain. Même les Aztèques commençaient les expéditions militaires après la récolte du maïs, de même que les chevaliers médiévaux marchèrent le plus souvent en été. Les chroniqueurs médiévaux nous ont laissé des histoires d'avertissement sur les ruines d'armées, qui sous-estimèrent l'approvisionnement. Ces histoires se répétèrent aussi à l'époque moderne. Les campagnes de Napoléon et d'Hitler en Russie échouèrent aussi à cause de la faim et du froid, quelque chose que les soldats médiévaux vivaient également. Tout cela montre que bien que les technologies et armes aient changé, le besoin humain fondamental de se nourrir reste un composant constant de la guerre. En conclusion, nous pouvons dire que les soldats médiévaux mangeaient avant le départ à la guerre des nourritures simples mais efficaces. Aucune bonne chose festive, plutôt ce qui rassasie et donne de la force. Pain, bouilli, viande si possible, oignons, fromage, bière pour boire. Ils se mettaient dans le corps, parce qu'ils savaient que demain peut-être il n'y aurait pas le temps ni la possibilité de manger. Et ainsi nous aussi, quand nous imaginerons les célèbres batailles du Moyen Âge, nous pouvons en esprit voir non seulement les chevaliers en armure complète, mais aussi ces moments au feu, quand ils se servaient du goulash fumant du chaudron, et se souhaitaient mutuellement bon appétit et bras fermes demain au combat. Je vous remercie de vous être lancé avec moi dans ce voyage dans la cuisine médiévale des champs de guerre. Si la vidéo vous a plu, je serai content que vous lui donniez un like et la partagiez avec d'autres. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et que ce regard dans l'histoire ancienne vous a ouvert l'appétit de connaître d'autres curiosités. La prochaine fois, au revoir!